on enchaîne déjà avec notre deuxième présentation qui sera faite par Angélique Auger et Laurie Bolduc. Donc, ils sont également deux étudiantes au baccalauréat en psychologie à l'Université de Sherbrooke. Elles vont également être en troisième année à l'automne prochain. Puis, elles nous présentent Identité de genre et colère du jamais vu. Test, 1, 2, parfait. Donc, on connaît tous quelqu'un dans notre entourage, je suis sûre que vous aussi, qui pogne les nerfs plus souvent que les autres. Tu sais que c'est genre un phénomène dans ta famille ou dans ta gang d'amis. Le genre de personne que tu embarques en char avec, puis tu es certain qu'il va sacrer après au moins une mamie qui conduit lentement ou un écureuil qui traverse la route. Eh bien, nous, au départ de notre projet, on s'est intéressé à la colère pour ensuite réaliser qu'il y avait une tonne d'études sur le sujet, puis que c'était pas nous, avec nos 10 mois, puis nos 2 sessions en plus à compléter, qui allaient changer quoi que ce soit. Il faut être raisonnable quand même. Mais là, à force de regarder les études, on s'est rendu compte qu'il manquait quelque chose. Toutes les études parlaient d'hommes, de femmes, hommes-femmes, mais en 2023, on s'est entendu pour dire qu'il n'y a pas juste ça, des hommes puis des femmes. Fait qu'on s'est posé la question, les personnes de la communauté LGBTQ2+, sont où elles? Fait qu'on a commencé à regarder les études qui incluaient l'identité de genre des personnes de la communauté. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Eh bien, absolument rien. Fait qu'on a décidé de partir le bal parce que finalement, ben, on n'est pas si raisonnable que ça. Donc, on s'est posé la question si l'identité de genre, ça pouvait avoir un lien avec le niveau de colère de quelqu'un. Donc, on va vous dévoiler le punch à l'avance, mais le niveau de colère s'est avéré être différent chez les personnes trans de notre échantillon, mais seulement lorsqu'on prenait en considération l'identification au rôle de genre. Donc, en effet, leur niveau de colère s'est avéré être plus élevé qu'une personne s'identifiant comme homme ou comme femme. Donc là, on vient de nommer plusieurs concepts très théoriques. On va juste prendre un petit moment pour s'assurer qu'on est tous sur la même longueur d'onde et qu'on comprend bien le reste de la présentation. Donc, quand on parle d'identification au rôle de genre, il faut comprendre qu'il y a un rôle de genre masculin puis un rôle de genre féminin. Donc, on peut voir les rôles de genre comme un manuel d'instruction, pas comme les meubles Ikea, là, vraiment quelque chose de simple. Donc, ça nous dit comment une femme devrait être typiquement et un homme typiquement aussi. Donc, pour le rôle de genre féminin, ça nous dit qu'une femme doit être douce, tranquille, fragile et vraiment soumise. Puis, pour le rôle de genre masculin, ça nous dit qu'un homme doit être fort, confiant, en assurance et surtout ne jamais pleurer. Donc, on peut comprendre qu'on est vraiment dans les stéréotypes, puis une personne peut décider de s'identifier consciemment ou inconsciemment à chacun des deux rôles de genre. Donc, quand je dis consciemment ou inconsciemment, c'est qu'il faut comprendre que oui, consciemment, tu peux t'identifier à un rôle de genre, mais ça peut être fait de façon aussi inconsciente. Donc, par exemple, en fait, moi, j'ai plus de caractéristiques féminines que masculines, mais je me lève pas à chaque matin en me disant « OK, aujourd'hui, je suis une femme ». Fait que c'est vraiment fait de façon inconsciente, puis on pourrait dire que j'ai une forte identification au rôle de genre féminin, puis une faible identification au rôle de genre masculin. Par la suite, on va beaucoup vous parler de colère dans la présentation. Ça reste le sujet principal ici. Sachez qu'il existe 2 types de colère, mais la colère dont on va vous parler aujourd'hui, c'est une colère qui est là de façon relativement stable dans le temps. Donc, quelqu'un qui aurait un niveau élevé de colère aurait tendance à se fâcher plus facilement dans diverses situations. Par la suite, là, on a déjà mentionné le terme personne trans. On va en parler plus tard dans la présentation. Juste pour mettre ça au clair, une personne trans, c'est une personne dont le genre est différent du sexe attribué à la naissance. Donc, dans les personnes qu'on a recrutées, il y a des personnes qui s'identifiaient comme non-binaires, comme queer, comme genre fluide, etc. Malheureusement, étant donné qu'on n'a pas pu recruter assez de personnes de la communauté LGBTQ2+, on a dû les rassembler sous un seul et même unique groupe qu'on a décidé d'appeler personnes trans suite à la consultation avec une experte. Donc, c'est ça. On va parler de personnes trans, mais à l'inverse, plus tard dans la présentation, on va aussi mentionner le terme personne cisgenre. Juste pour mettre ça au clair, une personne cisgenre, c'est une personne dont le genre est similaire au sexe attribué à la naissance. Dans les gens qu'on a recrutés, ça a tombé que toutes les personnes qui s'identifiaient comme femmes avaient un sexe féminin et toutes les personnes qui s'identifiaient comme hommes avaient un sexe masculin. C'est pour ça que des fois, on va utiliser le terme personne trans pour vraiment parler de ce groupe-là. Et là, c'est vraiment important de retenir que dans notre présentation, on parle de l'identité de genre. Donc, on va parler de personnes qui s'identifient comme femmes, qui s'identifient comme hommes, pour vraiment faire référence au genre et non au sexe. Donc, maintenant, je vais vous parler un petit peu plus de notre recrutement.
Donc, nous, on a majoritairement fait le recrutement sur les réseaux sociaux. Donc, pour avoir le plus de personnes possible, la communauté LGBTQ2+, on a fait appel à des organismes communautaires, à des communautés dans d'autres universités, puis à des groupes Facebook aussi. Donc, des courriels, on en a envoyé. Puis, ce qu'on a compris, c'est que des fois, relancer 2 fois, c'était pas assez. Fait que le dicton « jamais 203 », c'est vraiment bien appliqué à notre recherche. Puis, on a aussi compris que pour faire un bon recrutement, il faut vraiment être fatigante. Fait que si tu t'es pas sentie fatigante quand tu as envoyé tes courriels, d'après moi, c'est parce que tu n'en as pas assez envoyé. Puis, on a même essayé de contacter, en fait, des influenceurs pour voir s'ils pouvaient partager notre recherche ou même y participer. Si vous saviez le nombre d'influenceurs qui ont lu notre message sans nous répondre, ça l'a fait mal. Moi, personnellement, me faire ghoster, c'est quand même une petite crotte au cœur. Mais, par exemple, mention spéciale à Gabriel Guertin-Pasquier, qui a été le seul à nous répondre et à partager notre recherche. Donc, merci, on t'aime. Puis, blague à part, en fait, donc, comme on vous a mentionné avant, le niveau de colère s'est avéré être plus élevé chez les personnes trans que les personnes s'identifiant comme hommes ou comme femmes. Donc là, on va essayer un petit peu de déblatérer ça, puis que vous puissiez plus comprendre ce qu'on veut dire par là. Bien, d'abord, si on se fie au rôle de genre, donc au manuel d'instruction, quelqu'un qui s'identifie fortement au rôle de genre masculin va plus avoir tendance à exprimer sa colère parce que ses instructions dans son manuel lui indiquent que c'est tout à fait normal de le faire. Donc, c'est quelqu'un qui va avoir une expression directe et ouverte de sa colère. Par contre, quelqu'un qui s'identifie fortement au rôle de genre féminin va plus avoir tendance à camoufler sa colère parce que son manuel lui indique que c'est mal ressentir cette émotion-là et que ça peut aussi être mal vu par les autres. Donc, à ce moment-là, c'est quelqu'un qui va avoir tendance à plus contrôler sa colère et à la vivre plus intérieurement et non extérieurement. Et là, c'est quand on regarde ce qu'on a obtenu que ça devient intéressant. J'espère que ce l'était avant, mais là, ça va l'être encore plus. Donc, voici un beau graphique qu'on a essayé de rendre le plus simple pour vous ici. Donc, vous pouvez voir que, premièrement, on a la colère juste à gauche. Donc, très simple, plus les lignes sont hautes, plus le niveau de colère est élevé. On peut voir les rôles de genre. Donc, le rôle de genre masculin est au bas du graphique. On a une identification qui est soit faible, moyenne ou élevée. Et pour le rôle de genre féminin, bien, c'est à retenir que, dans le fond, l'identification est faible pour l'ensemble de la figure. Pour votre information, c'est ça, on a fait d'autres figures avec une identification qui était soit moyenne ou élevée au rôle de genre féminin, mais c'est vraiment celle-là qu'on a décidé de vous présenter parce que c'est elle qui nous intéresse le plus. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, si on regarde le niveau colère, par exemple, du genre féminin et genre masculin, on peut voir que les deux augmentent de la même façon, donc ils augmentent un peu plus qu'ils s'identifient au rôle de genre masculin. On voit que le genre féminin a un niveau de colère qui est un peu plus élevé, mais la différence n'est pas majeure. Ce qui attire vraiment notre attention ici, c'est les personnes trans. Donc, on peut voir que le niveau de colère des personnes trans est plus élevé que le genre féminin et le genre masculin, et ce, peu importe qu'ils s'identifient faiblement, moyennement ou de manière élevée au rôle de genre masculin. Et le niveau de colère le plus élevé dans toute la figure est vraiment quand les personnes trans s'identifient fortement au rôle de genre masculin et faiblement au rôle de genre féminin. Ce qui, dans un sens, concorde un peu avec ce que je viens de vous dire par rapport au rôle de genre. Mais pourquoi, à ce moment-là, les personnes trans auraient-elles un niveau de colère qui est plus élevé que tous les autres participants? Bon, c'est sûr qu'on n'a pas la réponse absolue à cette question-là, mais on s'est quand même creusé les méninges pour tenter d'y répondre. Donc, ça serait possible que la partie douce et soumise que prône le rôle de genre féminin, ce soit quelque chose qui soit répugnant pour les personnes trans, puis qui les pousserait peut-être aussi à agir à l'opposé de ces caractéristiques-là, donc à agir avec fermeté, par exemple. Donc, mon Dieu, j'ai un blanc de mémoire. Je vais juste prendre un 2, je suis vraiment désolée, je suis super stressée. OK. Je me rappelle plus. Processus d'affirmation de genre. Ah ouais. Hein? Oui, c'est bon. C'est ça. Désolée pour l'interruption, j'ai vraiment un blanc de mémoire. Donc, c'est ça. En fait, pourquoi à ce moment-là, ce serait encore plus aversif pour les personnes trans? Bien, on croit que c'est un lien avec le processus d'affirmation de genre. Donc, d'un côté, on a les personnes cisgenres qui, eux, n'ont pas nécessairement à faire face à un processus d'affirmation de genre. Donc, on comprend alors qu'ils s'identifient à un genre qui est en cohérence avec leur sexe. Donc, à ce moment-là, d'être douce et soumise, c'est quelque chose qui est vraiment moins comme une embûche que les personnes trans qui, eux, ont à faire face à un processus d'affirmation de genre. Donc, on peut comprendre que parfois, des fois, ils doivent changer de pronom, changer de nom, changer de style vestimentaire, prendre des hormones ou encore avoir une chirurgie. Donc, la liste est quand même assez longue. Puis, en plus de ça, ils doivent s'affirmer. Donc, avec une belle liste d'ingrédients comme ça, on peut comprendre que d'être douce et soumise, ça ne doit pas être vraiment quelque chose qui les aide dans leur processus d'affirmation de genre. Puis, en plus, le rôle de genre féminin nous dit que la colère d'une femme doit être contrôlée et intériorisée. Donc, pensez-vous qu'en Gaëtan, durant une dépôt, va les mégenrer, leur donner un pronom qui n'est pas nécessairement le bon, ça va leur tenter de rester calme? Je ne penserais pas. Donc, c'est pour ça aussi qu'on pense qu'ils tentent d'aller justement à l'opposé de ces caractéristiques stéréotypiques-là féminines, puis justement, en ayant à l'opposé de cette colère-là féminine qui est supposée être contrôlée et intériorisée, c'est là qu'il va avoir une colère qui est plus ouverte et directe.
Puis si on se penche plus sur le rôle de genre masculin, à ce moment-là, on voit que justement, plus ils s'identifient au rôle de genre masculin, plus ils ont une colère qui est élevée. Puis ça, en fait, ça va en lien avec les traits typiquement masculins d'assurance et de confiance. Puis on pense que ces traits-là, ce serait quelque chose qui les aiderait justement dans leur processus d'affirmation de genre. Donc à ce moment-là, en s'identifiant au rôle de genre masculin, ils auraient une colère qui est plus ouverte et directe encore plus. Bon, c'est sûr que l'explication qu'on vient de vous donner par rapport au niveau de colère qui est plus élevé chez les personnes trans est bonne, mais il faut quand même tenir compte du contexte social aussi qui pourrait avoir un impact sur leur niveau de colère. Donc, les personnes trans sont plus à risque de subir du harcèlement et de la discrimination en fonction des stéréotypes et de préjugés. En effet, ils se voient souvent bloquer l'accès à des services, à des logements, à des emplois et à certains avantages qui vont être offerts aux personnes cisgenres, et ce, sans raison légitime. Donc, ces défis supplémentaires que rencontrent les personnes trans pourraient être à l'origine d'un niveau de colère qui est plus élevé au quotidien. De plus, leur difficulté à se faire genrer de manière appropriée pourrait les pousser à s'affirmer davantage et donc à avoir un niveau de colère plus élevé, comme on vous a dit précédemment. Donc, en conclusion, non, c'est pas les femmes menstruées ou les hommes blancs en général qui ressentent le plus de colère, mais bien les personnes trans qui s'identifient faiblement au rôle de genre féminin et fortement au rôle de genre masculin. Donc, comme on vous a dit, en fait, en 10 mots, on n'a pas vraiment pu révolutionner l'ère de la recherche sur l'identité de genre, mais on propose aux futurs chercheurs de reproduire une étude comme la nôtre, mais avec plus de personnes de la communauté LGBTQ2+, pour avoir un plus grand éventail de genres, puis aussi une meilleure diversité. Puis à ce moment-là, ils pourraient même regarder si dans cette diversité-là, il y aurait des différences quant à l'expression ou au ressenti de la colère, par exemple entre les non-binaires ou entre les gender fluides. Donc, on pense aussi que ce serait peut-être pertinent de regarder si la discrimination que ma collègue vous a parlé précédemment, ça pourrait vraiment être quelque chose qui impacte le niveau de colère d'un individu trans au quotidien. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. OK. Vous m'entendez bien? Oui, Très oui. bien. Dans les années 50, une femme avait à peu près les mêmes droits qu'un enfant de 10 ans. Okay, ma grand-mère voulait étudier, elle n'a pas pu. Tu ne pouvais pas avoir un compte bancaire. Encore aujourd'hui, probablement parce que tu as des enfants, tu es payé moins cher. Enfin, je suis sûr que là, je ne parle pas pour mon église, mais les femmes ont de bonnes raisons d'être en colère. Et ce que je vois, c'est que ça n'a pas l'air d'être le cas. Alors, est-ce que c'est parce qu'elles sont suffisamment en colère ou est-ce que les trans sont trop en colère? Je peux m'essayer, tu continueras. Mais c'est sûr que nous, on ne regardait pas ça en fonction du sexe. Puis c'est, quand on parle, nous, c'est vraiment les rôles de genre qui influençaient. Fait qu'à ce moment-là, on s'est vraiment basé sur la vision typique féminine et la vision typique masculine. C'est sûr qu'on pourrait penser que les femmes ont un niveau de colère plus élevé, mais je pense que... Je sais pas. Vas-y, on dirait que j'ai comme... Honnêtement, je pense que ça dépend plus, justement, comme ma collègue l'a dit, des rôles de genre. Donc, admettons, si tu t'identifies fortement, mettons que tu es une femme cisgenre, tu t'identifies fortement au rôle de genre féminin, à ce moment-là, on te dit par la société que c'est pas nécessairement correct d'exprimer ta colère de façon ouverte et directe, comme ça serait correct, mettons, pour un homme. C'est sûr que là, on pense peut-être que, justement, ces rôles de genre-là, c'est un petit peu outdated, si je peux dire ça comme ça, mais c'est quand même vrai, tu sais, je crois que les opinions... Est-ce que vous pensez que les suffragettes ne se regardaient pas comme des femmes? Pardon? Est-ce que les suffragettes ne se regardaient pas comme des femmes? Oui. Je pense qu'il y a aussi un contexte social. Je comprends que vous avez amené justement le contexte social des années, etc., puis qu'on a justement dû se battre pour les droits. Présentement, je crois que même si c'est pas super l'égalité à tous les niveaux, je crois qu'on est quand même dans une société présentement où est-ce que c'est vraiment mieux qu'avant. À ce moment-là, on n'a pas non plus mesuré le contexte social, on n'a pas regardé ces variables-là. Donc, ça serait un peu de vous mentir de donner une réponse nécessairement sur le contexte social alors qu'on ne l'a pas vraiment évalué. Mais en soi, nous, pour notre recherche, les femmes n'ont pas nécessairement eu un degré plus élevé de colère que les hommes. À vrai dire, c'est quasiment semblable le degré de colère entre une femme et un homme, surtout au niveau du ressenti. Donc, je peux ressentir le même niveau de colère que vous, par exemple. Mais c'est la façon dont on l'exprime, puis à quel point on s'identifie à notre rôle de genre qui va faire varier, justement, comment tu exprimes ta colère.
Je sais pas si c'est plus clair. Merci. Super. J'avais une autre question aussi. Excusez, ouais. Oui. Merci beaucoup pour votre recherche. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Justement, je me demandais, les personnes trans que vous avez recensées, est-ce que c'était avant ou après la transition? J'imagine que ça peut influencer leur sentiment de colère dans la vie. En fait, on n'a pas pris en compte justement le moment. C'est vrai que ça aurait été vraiment intéressant de voir dans l'échantillon si les gens avaient fait la transition ou pas. Mais sûr que nous, dans les personnes trans, on englobait vraiment beaucoup de... C'est comme un terme parapluie qu'on a utilisé. Donc oui, il y avait des personnes trans qui avaient peut-être fait la chirurgie, mais il y avait aussi des gens qui étaient non-binaires, qui n'avaient pas nécessairement besoin de faire, mais qui n'avaient pas nécessairement fait une transition, qui n'allaient pas nécessairement en faire. Mais c'est sûr que dans une prochaine étude, regarder justement, juste cibler des personnes trans et regarder si on fait la transition serait vraiment intéressant. Là. Ouais. Super, merci beaucoup. Merci à toi. Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais juste rebondir sur le monsieur tout à l'heure qui parlait de pourquoi les femmes peut-être avaient moins de colère ou l'exprimaient moins. Il y a le concept d'hystérie. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est quand même un stigma, ou je ne sais pas comment, qui peut perdurer, qui est en fait depuis longtemps lié que la femme en colère est hystérique. Donc ça part de il y a très longtemps. Donc peut-être ça peut être on ne veut pas avoir l'air de continuer avec cette... je ne sais pas. C'était pour rebondir avec monsieur, là, pourquoi les femmes... Oui, c'est vraiment une belle intervention. Puis je trouve que ça va vraiment en lien justement avec le rôle de genre féminin. Je déteste ce mot-là, hystérie, parce que c'est l'origine grecque de l'utérus, en fait. Puis c'est beau, l'utérus. Donc, excusez-moi, mais c'est dommage que ce mot-là ait une connotation négative. Donc, brisons ça, et voilà. Brisons ça, oui. Merci.